Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Ferrand, je suis directeur avant-vente chez Digdash et je vais vous présenter aujourd'hui un atelier sur l'intelligence artificielle dans Digdash. Euh, alors c'est un atelier qui va durer à peu près une heure. Vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir vos micros normalement pendant le webinaire, mais vous avez, comme d'habitude, dans GoToWebinar un onglet questions qui vous permet de communiquer vos questions avec moi. Et je lui répondrai, je les traiterai à la fin de l'atelier en question. Ok. Donc l'idée de cet atelier, c'est de voir au travers d'exemples, au travers d'un fil rouge dont on va parler par la suite, les différentes fonctionnalités qui existent autour de l'IA dans Digdash. Parce qu'il y en a qui existent depuis longtemps, déjà dans le produit, on va y revenir dessus, et il y en a qui sont implémentées plus récemment et qui utilisent aussi des IA modernes de type IA générative comme les LLM, etc. Donc on va faire un tour d'horizon là-dessus et aussi parler un petit peu de ce qui va arriver dans le futur du produit aussi. Donc, hop, je vais passer en mode plein écran. Normalement, vous avez bien l'écran, je vais vérifier que tout est bien partagé. Ouais, a priori, c'est OK. Donc un petit sommaire, donc on va voir une définition, définition de ce qu'on appelle des fonctionnalités d'IA. Il y a plusieurs types d'IA qui existent. On va un petit peu les dissocier, les définir, et ensuite voir quelles sont les IA et quels types d'IA sont utilisés dans quelles fonctionnalités du produit. Donc on va parler d'enrichissement de la donnée, qui est une fonctionnalité de Digdash, la transformation assistée par l'IA, qui utilise des LLM, pour le coup, on verra un petit peu ce que c'est après, les groupes intelligents, comment aussi élaborer, industrialiser un script de machine learning, par exemple, dans Digdash, ce qui est possible de faire, et de totalement industrialiser ça aujourd'hui dans le produit, notamment avec l'IODS, l'Input-Output Data Source. Les mesures prédictives, on va y revenir dessus aussi, parce que ça utilise de l'intelligence artificielle, les requêtes en langage naturel et la génération de faits marquants, qui est la dernière fonctionnalité en date, qui utilise aussi l'IA et qui sort sur la 2025 R1 pour le coup. Donc, juste un petit rappel, quand on parle d'IA, on va parler de deux grands types d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, tout ce qui va être machine learning. Donc on le retrouve ici avec les réseaux de neurones notamment et l'apprentissage en profondeur, on va dire le deep learning. Donc ça, c'est ce que vous utilisez par exemple quand vous utilisez des LLM, de ce qu'on appelle l'IA générative aujourd'hui, type ChatGPT ou autre. C'est des choses qui vont permettre de générer du texte, du code, des images, etc. En l'occurrence. Donc nous aujourd'hui, on utilise ce type de technologie, les LLM en particulier, pour l'assistant de transformation de données qu'on va voir après, qui est une fonctionnalité assez récente dans le produit. Demain, qui sera aussi possible et utilisable pour générer des thèmes directement CSS dans Digdash, plutôt que d'avoir à les taper ou à reprendre des templates et à les modifier, par exemple. Des algorithmes de classification ou de smart grouping, on l'appelle ça aussi parfois. Donc, ce sont des regroupements d'objets de manière intelligente, on va dire. Donc ça, on va voir qu'on en utilise aussi depuis longtemps dans Digdash. Et tout ce qui est régression, donc utilisé notamment dans les algorithmes de mesures prédictives, les régressions linéaires, polynomiales. Bon, on englobe aussi dedans transformés de Fourier, etc. Donc plein de façons de prédire effectivement des indicateurs sur un axe temporel notamment. Et les experts systems, donc ça, c'est plutôt, c'est pas des choses qui se basent sur un apprentissage, c'est pas des IA qui se basent sur un apprentissage, sur de la donnée existante. Voilà, c'est plutôt des choses qui vont être plutôt assimilés à l'algorithmie avancée. Donc nous, on utilise notamment dans la requête en langage naturel, parce que c'est quelque chose qui existe depuis déjà une douzaine d'années dans Digdash. On verra elle va être remplacée au fur et à mesure par des choses avec des LLM notamment ou des SLM. Mais aujourd'hui, ça existe déjà et c'est de l'algorithmie de type expert system et les data discovery aussi qui existent dans l'outil. Donc maintenant, si on passe en revue les différentes fonctionnalités qu'on va regarder aujourd'hui au travers de cet atelier, on va les catégoriser à chaque fois et voir
en fait, quelles sont les technologies qui sont employées derrière, les technologies d'intelligence artificielle qui sont employées derrière, et ce que ça a comme impact en termes de ressources utilisées, de puissance requise notamment. Par exemple, si on parle de mesures prédictives, qu'on va voir après, eh ben, ça, c'est ce que je vais appeler des algorithmes avancés, c'est-à-dire c'est du code qui a été fait nativement par les développeurs du produit, et ça ne se base pas sur un apprentissage, par exemple, avec de la donnée en masse ou ce genre de choses. Et de même, pour que ça soit exécuté, il n'y a pas besoin de puissance supplémentaire que celle du serveur qu'on a déjà. Donc, il y a un petit peu de CPU qui va être utilisé, la mémoire du serveur Digdash, mais rien de plus en l'occurrence. Donc, la puissance requise, elle est plutôt basse, on va dire. L'enrichissement de la donnée, c'est pareil, c'est l'algorithmie avancée. On va faire des rapprochements pour trouver des clés communes, qu'on appelle du fuzzy matching ou de ce genre de choses. Donc là, c'est pareil, on a besoin juste des ressources du serveur Digdash en soi, hein, pas rien de supplémentaire. Donc, la puissance requise est plutôt basse. Transformation assistée par de l'IA, notamment, hein, quand on va la voir après dans le transformateur, enfin quand on édite un modèle de données, ben là on va s'appuyer sur des LLM ou des SLM notamment, hein, donc des large language models ou des short language models. Donc ça, effectivement, ça va demander des ressources supplémentaires au serveur Digdash. Donc notamment de la ressource de type GPU, hein, les processeurs graphiques hein, qui sont largement utilisés pour exécuter ce genre de modèle. Donc après, ça peut être des GPU qui sont en local chez vous, qui soient sur des serveurs dans le cloud, comme chez ChatGPT ou d'autres. Mais en tout cas, c'est une puissance supplémentaire qu'il faut. Et donc la puissance requise ici, elle est haute. OK. Si on parle de groupement intelligent, là aussi, c'est des algorithmes avancés. Donc, c'est les ressources du serveur en soi. La ressource demandée est assez basse. Quand on va parler, par exemple, d'industrialiser, comme j'ai dit tout à l'heure, des scripts de machine learning ou ce genre de choses qui seront souvent écrits en Python et après industrialisés dans un connecteur de type IODS, bah là, ça va dépendre effectivement c'est du machine learning, mais du coup, la puissance requise, bah, c'est toujours là, le CPU, la mémoire du serveur Digdash qui vont être utilisés, mais la puissance requise dépend de la complexité du script et de la volumétrie qui va être traitée. Donc, ça peut être plus ou moins grand et prendre plus ou moins de ressources suivant la qualité et la complexité du code de machine learning. La requête en langage naturel, là aussi, c'est l'algorithme avancé qui est intégré dans Digdash. Ça demande du CPU et de la mémoire. L'impact sur la puissance est plutôt basse. De même que pour la génération de points clés, la nouveauté, une des nouveautés que je vais vous montrer, donc la génération de faits marquants, on va appeler ça plutôt maintenant dans Digdash, ça, c'est l'algorithme avancé aussi. Et pareil, il n'y a pas besoin de puissance supplémentaire. Il n'y a pas besoin d'aller faire des requêtes particulières à des LLM. Il n'y a pas besoin d'IA générative pour faire ce genre de choses. Donc, l'IA générative, c'est hyper intéressant aujourd'hui, mais on l'utilise dans Digdash avec parcimonie. Et là où ça a un réel impact, un réel intérêt pour faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin de sortir cette grosse artillerie quelque part pour faire certaines des choses que je vous présente ici. Donc, si on parle de la transformation de la donnée, alors comment ça marche? C'est quoi le principe? Ben, aujourd'hui, quand on veut transformer de la donnée dans Digdash, hein, quand on est à l'étape vraiment, on se connecte à sa source, on a les champs, on veut les transformer, eh bien, l'utilisateur va pouvoir entrer une demande quelque part. Donc le système après il va analyser si la fonction si une fonction correspond déjà à sa demande, qui est dans le dictionnaire des fonctions, donc là, elle ne va pas faire appel à de l'aide extérieure quelque part. Deuxième cas, elle va pouvoir demander au CMDR, si elle ne trouve pas dans le dictionnaire de fonctions locales, elle va demander au CMDR ou au Digdash Metadata Service, hein, qui est une sorte de dictionnaire en ligne chez Digdash, dans lequel on l'ajoute au fur et à mesure des fonctions, des thèmes, enfin plein de ressources Digdash. Hein. Et donc, le Digdash aussi, au moment où l'utilisateur fait sa requête, va pouvoir chercher dans ce Digdash Metadata Service pour voir s'il y a une fonction qui pourrait correspondre à la demande de l'utilisateur. Si c'est le cas, ben, il peut l'ajouter à la liste des résultats de l'utilisateur, l'utiliser, etc. Et enfin, si tout ça a échoué, s'il n'y a rien en local, s'il n'y a rien dans le Digdash Metadata Service, eh ben on va pouvoir, si on en a configuré un, bien entendu, interroger un modèle de type LLM de notre choix. Okay, moi, je vais vous montrer un exemple. J'ai connecté Digdash à un LLM de type Mistral. Dans mes souvenirs, oui, un code Stral qui est en local chez nous, chez Digdash, qui tourne sur un serveur. Mais
Ça, c'est votre choix après. Vous pouvez utiliser n'importe quel LLM, connecter quelque chose en local pour rester totalement souverain. Interroger aussi un chat GPT, pourquoi pas un Claude d'Anthropic, peu importe. Vous pourrez paramétrer le LLM de votre choix pour le coup. Donc, si on va voir dans le studio comment ça se passe, pas y aller directement ici. Donc, comme je disais, je vous ai préparé vraiment un exemple complet pour illustrer toutes ces fonctionnalités qui partent d'une source de données, enfin de plusieurs sources de données, jusqu'à un tableau de bord. Hein. On va vraiment, ça va être notre fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est quoi? C'est je suis un camion itinérant dans plusieurs villes de France qui vend des gaufres, des crêpes, des glaces. Plein de choses, plein de choses auxquelles on est habitué dans ce dans ce type de camion. Et l'idée, c'est de voir voilà comment je peux utiliser l'IA pour améliorer ma source de données, pour améliorer mes résultats, pour combler des valeurs nulles, etc. On va voir comment on peut faire tout ça. Donc déjà, dans mes sources de données, j'ai bien entendu des données de vente. Hein, mes camions, ils vendent tel produit, tel jour, dans telle ville, bien entendu. Mais j'ai aussi des données qui viennent d'autres systèmes, donc des données de météo, hein, où j'ai la météo par jour, par ville, notamment avec la température moyenne, le temps, etc. J'ai aussi un calendrier de vacances. On va voir comment on va l'utiliser par la suite. Donc si je regarde mon fichier météo, notamment, mais j'ai des choses intéressantes dedans. Et notamment, à un moment donné, j'ai un champ météo qui me renvoie des codes, ce qu'on appelle des codes métars, plus ou moins complexes. Les codes métars, c'est simplement quelque chose, c'est un code qui va après indiquer en fait une tendance de la journée. Est-ce le temps était pluvieux, orageux, très ensoleillé, partiellement nuageux, un peu de pluie, de la grêle, etc. Donc ces codes, ils sont un peu illisibles pour moi. Donc moi, je vais décider de faire une transformation de la donnée ici. Et donc ma requête, ça va être, alors je vais aller les récupérer parce que je les ai, hop, pour aller plus vite, je vais les copier-coller. Donc, je tape ma requête. Voilà, convertit chaque code métard de 2 ou 3 lettres sans exception en langage naturel en français. Donc là, bien sûr, si je fais entrer, je sais qu'il va rien trouver de pertinent dans mon dictionnaire local parce que j'ai rien qui répond à cette requête. Mais là, je peux faire en générer une avec l'IA. Donc là, il va aller interroger le LLM que j'ai configuré dans Digdash. Hein. Moi, comme je vous ai dit, c'était un code Stral qui tourne sur un serveur chez Digdash. CodeStral, c'est une sorte c'est comme Mistral, mais c'est spécialisé un petit peu pour le code. Donc, il fait des choses un peu plus intéressantes. Voilà. Et là, il m'a généré, effectivement, tout un script. Hein. Je vais l'appliquer directement. Vous allez voir, regardez, il me remplace les codes par une chaîne de caractères qui est beaucoup plus parlante pour moi. Et donc, si on regarde le code, il m'a fait un code assez propre hein, qui est commenté, que je peux modifier, bien entendu, etc. Donc, c'est ça l'idée aussi derrière, hein, c'est d'avoir un code après qui pourrait être utilisable, que je pourrais enregistrer de manière définitive dans mon dictionnaire de fonctions, par exemple, etc. Donc, si on prend un autre exemple, on va dire à un moment donné, pareil, hein, si on regarde ici, j'ai des champs avec des températures moyennes, notamment, etc. J'aimerais créé une sorte de champ qui va être mon ressenti température. Donc là, je vais lui demander, voilà, envoie des plages de température par rapport à la température de la ville contenue dans la colonne température. Donc là, je complexifie un petit peu les choses. Je lui dis même qu'il faut qu'il aille chercher de la donnée dans une autre colonne, etc. Donc ça, bien sûr, quand on va interroger le LLM, on lui donne une instruction particulière pour lui dire, eh ben, effectivement, voici comment tu peux utiliser les objets dans les codes de transformation de colonnes, etc. Donc, il sait comment aller chercher des valeurs d'autres colonnes, etc. On le voit ici. Et donc, voilà. Bon, alors là, je vais pas préciser en français, j'aurais dû, là, il a pris le il a pris effectivement l'initiative de me parler, de me donner des résultats en anglais, mais bon, peu importe. Donc là, on voit que par rapport aux températures, effectivement, là, on est sur du 1 degré. Il dit que c'est plutôt froid, très froid, etc., suivant les cas. Donc, voilà, un autre exemple d'utilisation, effectivement, de ce genre de fonctionnalité. Je vais juste illustrer un autre cas. Effectivement, j'ai aussi un fichier ici de vacances. Par exemple, j'ai un jour une ville, bon ok, est-ce qu'ils sont en vacances oui ou non, et puis une clé, ça on s'en fiche pour l'instant. Et donc là, je vais faire une fonction de transformation, voilà. À partir de la colonne date, retourne le jour de la semaine écrit en français. Voilà, je veux que ça soit lundi, mardi, un champ qui va me donner vraiment le jour de la semaine. Donc voilà, là, Imagine le script, pareil, je l'applique. Et on voit ici, voilà, effectivement, le 1er janvier 2020, c'était bien un mercredi, hein, et ainsi de suite. Donc là, j'aurais pu faire cette fonction hein, aussi, j'aurais écrit quasiment pareil,
mais on n'est pas tous forcément les plus à l'aise en JavaScript ou on n'a pas forcément envie de chercher sur Google comment écrire les différentes syntaxes, etc. Donc maintenant, bah, on peut se faciliter grandement la vie en demandant à LLM ce genre d'informations. J'insiste sur le fait que déjà le LLM, vous pouvez l'installer en local, hein, vous pouvez tout à fait garder tout en local, on-premise. Et aussi, on n'envoie pas de données au LLM. Hein. On n'envoie pas le contenu de la colonne, par exemple, ou des colonnes. On l'envoie simplement la requête de l'utilisateur et une instruction supplémentaire qui explique au LLM comment faire des fonctions pour Digdash. C'est tout. On lui envoie rien de plus. Donc ça, c'est aussi un élément assez important. Okay. Et revenons maintenant à la présentation. Donc là, c'était l'exemple. Et on va parler très rapidement de l'IODS et le machine learning. Donc ça, c'est une façon un petit peu, quelque part, détournée d'utiliser l'IODS. Hein. Aujourd'hui, en fait, ça devient extrêmement facile de créer des fonctions de machine learning, hein, vraiment des fonctions qui peuvent partir d'une donnée plus ou moins grande d'ailleurs, hein, massive, et faire des choses sur cette donnée, des transformations, combler des trous, etc., faire plein de choses. Alors moi, je vous montre un exemple en Python parce que le Python, il y a énormément de librairies différentes qui existent pour faire du machine learning. Et notamment, moi, j'ai créé dans le chat GPT, si on y va, un petit IODS Generator for Digdash, hein, par exemple. Hein. Donc, si vous regardez ça, ça existe, hein, c'est public aujourd'hui. C'est dans le chat GPT, mais demain, ça sera directement intégré dans l'interface du produit quand on fait une source de type input-output data source. Et ça sera beaucoup plus transparent. Et on ne sera pas obligé d'ailleurs d'utiliser chat GPT. On peut utiliser encore une fois n'importe quel LLM. Donc, par exemple, si je lui demande de remplacer les valeurs nulles grâce à un algorithme de type Random Forest Regressor, voilà, il va me faire une sorte de code directement ici que je peux copier-coller dans Digdash et directement l'utiliser. Donc là, l'idée derrière, c'était quoi? C'était que j'avais dans mes données, ou j'ai plutôt dans mes données, hop, si on regarde ici, donc on va regarder, hop, celui-ci. Alors, pas directement lui. On va juste tout générer parce que je suis pas sûr d'avoir tout généré aujourd'hui encore. Si c'était bon. Voilà. Nettoyage, le truc. Donc là, j'ai fait un connecteur IODS qui reprend mon fichier de vente. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais un fichier de vente qui dit par ville, par jour, qu'est-ce que je vends comme produit. Et j'ai fait exprès, dans ce fichier de vente, j'ai notamment omis les chiffres de vente pour Ajaccio. Okay, c'est parce qu'on le voit au début du fichier, donc c'était intéressant pour moi. Donc, il y a des valeurs de vente pour tous mes produits, sans exception, sauf quand je suis à Ajaccio, en l'occurrence. On va le vérifier dans le fichier source. Hein. On va le voir ici. 2 petites secondes, le temps que ça s'affiche. Voilà. Donc Ajaccio, si on regarde, ben, les ventes, j'en ai pas. Là, on passe sur notre ville, Ajaccio, valeur nulle. Il y a des valeurs nulles tout le temps. Donc moi, j'aimerais, grâce à un algorithme de machine learning, pouvoir compléter ces valeurs nulles grâce à des champs ou des valeurs explicatives, on appelle ça. Donc en fait, l'algo que j'ai demandé à ChatGPT ici en l'occurrence, c'est un algo de XGBoost, ça s'appelle, hein, régressor de mémoire, et je peux lui dire bah, quelle est la donnée à prédire, ses ventes, et quelles sont les valeurs explicatives. Donc ça veut dire qu'il va retrouver par rapport à Ajaccio et aux autres villes, il va trouver d'autres villes qui ont un peu le même climat, les mêmes températures, produits, dates, météo, saison, et il va essayer de prédire du coup des valeurs de vente. Et donc on le voit effectivement dans la colonne vente ici. Voilà, pour Ajaccio, l'algorithme m'a prédit effectivement des chiffres de vente qui pensent voilà proches par rapport à d'autres lignes où il y a des valeurs explicatives qui sont très proches. Okay, donc il m'a comblé ces lignes. Alors il y a des algorithmes, il y a plein d'algorithmes connus pour faire combler des valeurs nulles. Hein, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien entendu. Il m'a même rajouté une colonne qui me dit est-ce que la valeur a été générée par cet algorithme ou pas, ce qui me permet après de faire un tri, par exemple, si je veux écarter les valeurs qui ont été prédites de mes données pour me concentrer sur les données réelles, entre guillemets, si j'en ai envie. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, d'utilisation de script Python Machine Learning, de type Machine Learning, et directement industrialisé dans Digdash. Hein, c'est grâce à un connecteur IODS, après que je l'industrialise. Et donc, si on regarde, par exemple, j'avais fait un exemple ici,
Voilà, on retrouve, non, c'est pas celui-ci, pardon, c'est celui-ci. On va retrouver effectivement ici dans ce graphique, voilà, des villes assez proches qui sont Ajaccio et Bastia. Donc on voit la ligne rose et la ligne bleue, Ajaccio en rose, Bastia en bleu. Donc ils vont avoir des valeurs vraiment très proches, hein, on voit ici. Alors que Ajaccio, encore une fois, c'est une valeur prédite par mon algorithme de machine learning, hein. Mais comme effectivement Ajaccio et Bastia sont des villes assez proches en termes de température, en termes de grandeur de population, etc., ben voilà, forcément, les valeurs prédites sont assez proches de celles de Bastia. Si on compare avec celle en vert, qui est Paris, qui est totalement différent, ben on voit effectivement que ça n'a rien à voir. Donc, ça prouve quelque part que mon algorithme ici utilisé est assez pertinent quelque part. OK. Allez, allons un petit peu plus loin. On va maintenant parler de l'enrichissement de la donnée. Donc, ça existe depuis un moment dans les Dash, hein, l'enrichissement de la donnée. Au début, notre idée, c'était de dire, bah, tiens, j'ai un modèle de données et je vais vouloir enrichir cette donnée que je viens de traiter par de la donnée issue de l'open data. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en quelque chose d'un petit peu plus large. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je vais désigner un rôle dans Digdash, hein, le rôle de mon choix, dans lequel je vais mettre des modèles de données. Ces modèles de données, ils peuvent être issus de l'open data, hein, comme je disais juste avant, mais pas que, ça peut être des sortes de référentiels, pourquoi pas, peu importe. Et l'idée, c'est que après, je vais pouvoir partir d'un autre modèle de données, dire que je veux enrichir la data de ce modèle de données, et après, il y a un algorithme effectivement qui va passer, qui va voir comment et si c'est pertinent de rapprocher de la donnée de mon modèle, de mon rôle enrichissement de la donnée, on va dire, avec mon modèle que je suis en train de traiter. Donc typiquement, qu'est-ce que j'ai fait pour vous illustrer ça? Vous le voyez, dans ce fameux rôle référentiel, j'ai stocké des modèles de données, alors on va s'intéresser surtout à deux, qui sont météo et vacances. Donc météo, c'est par jour, par ville, j'ai la météo, on l'a vu, et vacances, on l'a vu aussi, c'est par jour et par ville. J'ai l'information si on est en vacances ou pas. Okay. Et donc, j'ai un fichier de vente. Je vais partir de mon fichier de vente effectivement classique, on va dire. Alors lui, c'est déjà la jointure. On va partir de vente ici, voilà, celui-ci. Donc si je fais clic droit, enregistrement de la donnée, qu'est-ce que le moteur va faire? Donc il va chercher dans le rôle référentiel, là, que j'appelle référentiel, des correspondances de champs dans les modèles qu'il pourrait y avoir avec ce fichier de vente. Et en fait, il m'en a trouvé. Il m'en a trouvé. Par exemple, si je regarde météo, effectivement, et que je clique dessus, il me dit, ben là, je pense effectivement que on pourrait faire une jointure assez intéressante entre le champ clé qui vient de mon fichier météo et le champ clé qui vient de mon fichier de vente. Et il me dit même qu'il y a 100% de correspondance dessus. Et donc, il me dit, ben voilà, là, si on va jusqu'au bout, et si je fais joindre mon modèle, il va me faire une sorte de modèle hein, qui va être la jointure des deux, en utilisant la clé de jointure qui, il va me faire une jointure externe, je pense d'ailleurs. Et là, je me retrouve avec une sorte de modèle de données complet dans lequel j'ai à la fois mes données de vente et mes données de température. Voilà l'idée. J'aurais aussi pu le faire ou le faire après coup aussi sur le fichier de vacances. De la même façon, il va me trouver que ça va être voilà sur le champ clé qui est effectivement avec une correspondance de 100% que je peux faire cette jointure. Ok. Il peut me sélectionner, suivant les cas, des types de jointures différents, internes, externes, ou de l'union associative pour éviter les produits cartésiens, par exemple, s'il n'y a pas la même cardinalité, dans les deux modèles en l'occurrence. Okay. Donc ça, c'est un enrichissement de la donnée, ça existe depuis longtemps, et ça s'appuie effectivement sur des algorithmes, notamment de fuzzy matching, mais pas que, pour trouver les correspondances proches entre des paires de colonnes qui vient des deux modèles comparés. Okay. Voilà. Et ce qui me fait arriver à un modèle global au final où j'ai à la fois mes fichiers de vente, de météo et de vacances, mes informations, tout ça sont réunis dans un unique modèle que je vais utiliser pour le reste de l'atelier. Okay. Donc l'enrichissement de la donnée, petit rappel, voilà, comment ça marche. On choisit un modèle qu'on souhaite enrichir, c'est exactement ce que j'ai fait. Dictoche propose les modèles venant d'un rôle désigné, moi c'était mon rôle référentiel que j'ai appelé comme ça, qui ont une correspondance. Et après on choisit la liaison par rapport au pourcentage de correspondance qui nous indiquait. Hein. Il peut y en avoir plusieurs à des pourcentages différents. Donc on prend celui qui est normalement avec un plus haut pourcentage qui a une plus forte correspondance. Et on obtient le nouveau modèle enrichi qui est en fait la jointure ou l'union des deux modèles indiqués.
Les mesures prédictives. Alors, on peut depuis là aussi longtemps dans Big Dash faire de la prédiction d'indicateurs, de la mesure prédictive assez facilement. L'idée, c'était qu'on a implémenté des grands algorithmes effectivement de prédictifs. Hein. Je parle de transformés de Fourier, de hot filters, additifs ou semi ou multiplicatifs, de régression polynomiale, de régression linéaire, etc. On a juste à choisir dans le produit. On peut même ajouter des intervalles de confiance, à ce que j'ai fait dans mon exemple. Je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Donc, lorsqu'on est dans son modèle de données, on va pouvoir créer une nouvelle mesure ou des nouvelles mesures de type prédictif. Donc, il suffit ici d'aller à cet endroit-là. Alors, si on ne sait pas trop le modèle qu'on doit prendre, hein, on peut cliquer sur Aide au choix du modèle. Donc là, il va simplement nous poser deux questions assez simples. Est-ce que la donnée a une tendance? Alors moi, je vais dire oui. Hein, mon chiffre d'affaires, il a une tendance. Il a tendance à augmenter ou à baisser au fur et à mesure du temps. Donc je vais dire que oui. Et est-ce que les données ont des cycles, des saisons? Là aussi, je vais dire oui, parce que je sais que déjà globalement, dans mes données de vente, ben, forcément, il y a des produits que je vends plus en hiver ou en été. Par exemple, les glaces, je vais vendre plus en été, etc. Donc, il y a bien des notions de cycle de saison. Donc là, il va me dire, bah, les algorithmes qui peuvent correspondre à ça, c'est hot filter, c'est additif, multiplicatif, et la transformée de Fourier, par exemple. C'est ma préférée, en l'occurrence. Et ensuite, on peut aussi créer d'autres mesures, effectivement. Donc moi, j'ai fait une mesure de vente qui est de type transformation de Fourier, et deux bornes, une borne inférieure et une borne supérieure qui va me servir d'intervalle de confiance après dans mes graphiques ou dans mes data visualisations en général, si je souhaite. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Bon, on va aller voir. J'ai fait un graphique pour voir un petit peu ce que ça donne ici en l'occurrence. Donc, on va aller dans la page période. Et donc, si on regarde ici, voilà. Alors là, j'espère que vous voyez bien, ça dépend comment sont calibrés vos écrans, mais la zone en grise, c'est mes vraies données de vente. C'est le nombre de produits que je vends, hein, c'est factuel, c'est vraiment dans ma donnée. Ok. La courbe en bleu est donc ma valeur prédictive, hein, ma transformée de Fourier en l'occurrence, et donc on voit qu'elle va au-delà de ma donnée factuelle qui s'arrête vraiment en décembre 2024. Hein. Elle va au-delà. Pourquoi? Parce que j'ai aussi précisé quand j'ai créé ma valeur prédictive que je voulais prolonger ma dimension temporelle de X années. Voilà, de 2, 3, 4 ans. On peut faire un petit peu ce qu'on veut et de prédire du coup un point tous les mois par rapport à cet algorithme-là. Et les deux courbes en rose que vous voyez sont les intervalles de confiance, c'est l'intervalle de confiance, hein, donc ma borne supérieure et ma borne inférieure. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans cette borne, voilà, on est plutôt confiant sur le fait que sauf accident majeur, hein, mes chiffres de vente, de vente de produits seront normalement dans ces eaux-là. Okay. Voilà pour les mesures prédictives. Parlons un petit peu des groupes intelligents. Alors ça aussi, c'est une fonctionnalité qui existe depuis quelques années dans le Dash, qui est très peu utilisée ou très peu connue, je pense. Donc là, l'idée, c'est de créer des regroupements par rapport à un ou plusieurs indicateurs, à un ou plusieurs mesures pour regrouper en fait des éléments quelque part qui vont avoir des correspondances, qui vont avoir des mesures ou ouais, des mesures assez similaires, on va dire. Explication. Explication, si on va ici, j'ai fait un petit flux pour me montrer. Voilà. J'ai fait un nuage de points pour illustrer ça. Donc, où chaque point sont des villes. Et puis, je veux montrer la corrélation entre le chiffre d'affaires généré hein, dans cette ville et les températures moyennes de cette ville. OK? Donc, si je fais ce graphique, il est intéressant. Je vois des villes, effectivement, qui sont plus ou moins regroupées dans des catégories. En fait, j'ai des sortes de catégories ici qui apparaissent par rapport à la température moyenne et au chiffre d'affaires généré de la ville. Et j'aimerais bien les matérialiser, en fait, ces catégories, vraiment avoir une sorte de hiérarchie, de regroupement qui me permet de les catégoriser automatiquement. C'est à ça que servent les groupes intelligents. Donc, si je vais dans mon modèle, en fait, comment je vais faire? Je vais aller sur mon axe, sur ma dimension ville, et je vais créer, en fait, tout simplement, un groupe intelligent. Et ce groupe intelligent, je vais dire que c'est par rapport au CA. Je vais regrouper les villes qui ont un CA et des températures moyennes proches. Donc, si je regarde température, voilà,
je vais le mettre en moyenne et mon CA, c'est bien le cumul, tout simplement. Là, c'est le nombre de classes ou de groupes que je vais vouloir créer. Donc, par exemple, je vais dire que j'en veux 4, ça me semble bien. Voilà, je fais suivant. Et là, il m'a créé automatiquement 4 groupes dans lesquels sont regroupées des villes qui ont une température moyenne et un CA proche. Ok. Une fois que j'ai fait ça, ben, ça devient une sorte de hiérarchie et je peux l'utiliser, bien entendu, dans mes graphiques. Donc, si je regarde ici, si je reprends mon groupe, mon nuage de mots, pardon, mon nuage de mots-clés, pas du tout, mon nuage de points, on va dire, mon cluster, eh ben, je retrouve ici, ce que j'ai fait, c'est exactement le même qu'avant, mais en plus, j'ai utilisé ce fameux regroupement, hein, ces fameux groupes créés pour les coloriser, les faire ressortir. Donc, on voit effectivement que les points qui ont la même couleur sont vraiment des villes qui sont dans la même classe, voilà, dans le même groupe où on a des CA et des températures moyennes similaires. Ok. Mais ça, je peux l'utiliser du coup ce groupe dans n'importe quel cadre, hein. Par exemple, ici, je peux très bien faire un tableau et dire que voilà, je regarde effectivement ces différents groupes et lorsque je descends dans un groupe en particulier, voilà, je retrouve mes villes qui ont encore une fois des températures moyennes similaires et du chiffre d'affaires cumulé similaire. Ok. Donc, je peux les utiliser vraiment n'importe où, comme n'importe quelle hiérarchie créée avec Dictash. Ok. Allez, on va aller un chouïa plus loin et on va maintenant parler de la génération de faits marquants. Alors, la génération de faits marquants, c'est vraiment la nouveauté, une des nouveautés les plus récentes hein, qui existent dans Dictash. C'est le fait de pouvoir, bien sûr, consulter un tableau de bord comme on a l'habitude de le faire. Hein. Donc voilà, l'utilisateur va aller dans son tableau de bord, il va consulter des graphiques, les tableaux, etc. qu'on lui a mis à disposition. Mais à tout moment, alors suivant certaines conditions, il faut l'avoir activé, bien entendu, cette analyse de faits, cette génération de faits marquants. Mais à tout moment, il va pouvoir cliquer sur des éléments graphiques dans ses tableaux, sur ses barres, sur ses parts de camembert, etc. Il va pouvoir cliquer et générer à partir de cet endroit-là un ensemble de faits marquants. Alors, c'est quoi les faits marquants? En fait, on a implémenté plusieurs algorithmes, notamment l'algorithme des top K contributeurs, des méga contributeurs, les corrélations avec la force et le sens, et le Pareto. Donc, en fait, on va passer en revue l'indicateur sur lequel on va cliquer, en prenant en compte le contexte à l'instant T, et créer effectivement des faits marquants suivant ces grands algorithmes on voit ici. C'est important de le souligner, la génération de faits marquants ne s'appuie pas sur du LLM, sur des IA effectivement génératives ou ce genre de choses. C'est de l'algorithmie certes avancée, mais qui est implémentée directement dans le produit. Donc là encore, on ne se base que sur les ressources du serveur Digdash pour fonctionner. Et vous allez voir, c'est de toute façon assez rapide. Hein. Là, les données que j'ai générées quand même de vente, qu'on regarde depuis tout à l'heure, font je crois entre 1 et 5 millions de lignes, hein, en gros, le cube de données. Alors, il y en a qui vont pas trouver ça énorme. On va dire que c'est une volumétrie assez moyenne, mais qui peut paraître gros aussi pour certains. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire, on fait pas, là, je vous montre pas un exemple sur 10 000 lignes. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment un petit peu de la donnée conséquente. Et vous allez voir que la génération d'effets marquants se fait quasiment instantanément à chaque fois. Donc, l'idée, c'est qu'on va retourner dans le tableau de bord pour voir un petit peu ça. Donc ici, voilà, je suis sur ma page d'accueil, on va rester là-dessus, elle est plutôt intéressante. Et donc, eh ben, je vais me concentrer, par exemple, moi, je me concentre sur les glaces dans un premier temps. Voilà. Bah, là, je vois effectivement combien je génère pour les glaces, la répartition, etc. Ok, très bien. Mais je voudrais aller plus loin. Tout en restant sur les glaces, je voudrais aller plus loin. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir cliquer. Alors, je pourrais cliquer n'importe où. Là, je vais cliquer sur glace. Je vais faire un clic droit. Alors, à noter que l'accessibilité pour cette fonctionnalité d'effet marquant, elle peut être soit au clic normal et après, il faudra faire effectivement un contre-clic pour profiter des interactions qu'on a mis sur le graphique, par exemple naviguer dans la hiérarchie, filtrer, etc. Soit ça peut être sur un clic droit, moi je l'ai laissé sur le clic droit, mais tout ça peut être customisé, changé ici, voilà, dans le menu des interactions par défaut. Est-ce qu'on veut que ça soit hérité du flux? Donc
Encore une fois, naviguer dans la hiérarchie, filtrer, etc. Est-ce que le clic, ça doit être l'effet marquant ou le détail des données aussi qui existent depuis un moment. Et sinon, on a aussi des raccourcis hein, qui vont nous permettre d'y accéder aussi. Donc moi, j'ai fait un clic droit. Donc si je regarde effectivement les glaces, je vais faire un clic droit, afficher l'effet marquant. Et là, voilà, c'est parti. Le moteur va me générer tout un ensemble de faits marquants suivant les axes d'analyse que j'ai rendus disponibles pour cette analyse. En fait, ça se configure aussi dans le studio. Hein. Lorsque je suis dans un modèle de données, mon modèle de données final notamment, je vais pouvoir dire, par exemple, ben, voilà, le CA, je veux qu'il soit disponible pour l'analyse IA. Je veux que l'axe, la dimension saison soit aussi analysée avec cet algorithme, etc. Donc bien sûr, plus on met d'objets, plus ben, la génération peut mettre plus ou moins de temps. Forcément, on a plus de choses à analyser. Là, j'ai carrément tout laissé. Hein. Pour le coup, donc ça pose aucun problème. On peut choisir les éléments qu'on va rendre disponibles pour l'analyse IA par la suite. Et donc, ce qui fait que je peux maintenant accéder à ce menu et avoir une analyse. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai cliqué sur glace. Donc là, il a bien compris que j'ai pris, enfin, il a bien pris en compte ce contexte. Je suis sur les glaces et il me dit, ben voilà, je trouve que par exemple, dans les top 4 contributeurs, hein, on trouve le mois, au niveau de la date, hein, le mois de juillet, août et juin. Bah, on s'en doute, hein, forcément, on vend plus de glace en été, pour le coup, et ça représente même 61% de mon CA. Donc ça, c'est une information assez intéressante. Il y a une corrélation aussi. Il me dit qu'il observe une corrélation modérée entre le CA et la mesure de température. Effectivement, modérée, ça veut dire que quand l'un augmente un petit peu, l'autre augmente aussi un petit peu, pour le coup. Au niveau des villes, pareil, il va me dire, bah, au niveau des villes, et par rapport au CA toujours, mais je trouve que Marseille, Paris, Toulouse, Nice, Montpellier représentent 44% du CA. Ce qui est intéressant, effectivement, bah, on retrouve les villes du Sud notamment, et Paris aussi, parce que je pense qu'il y a une grande population à Paris, donc ça prend en compte ça aussi, parce que les données que j'utilise hein, sont vraiment des données que j'ai générées, certes, mais qui doivent paraître le plus vraisemblable possible. Hein. C'est vraiment des données réalistes que j'ai générées pour le coup, donc on retrouve des choses assez logiques dedans. Pareil, une corrélation et un méga contributeur aussi, bah forcément, forcément pas, c'est pas inné, mais on va dire que quand le ciel est dégagé, ben voilà, on vend plus de glace en l'occurrence que quand c'est le d'autres types de météo. Maintenant, si je vais sur les crêpes, par exemple, voilà, ben je vais faire la même analyse sur les crêpes, on va voir si on trouve des choses différentes. Pour le coup, ben oui, on va trouver des choses différentes. Alors, on a des top 4 contributeurs maintenant qui sont des villes plutôt de Bretagne d'ailleurs, hein, Rennes, Brest, Quimper, Vannes, Paris, on n'est pas dans le cliché du tout. Alors Paris toujours, ça s'explique parce que c'est une grosse ville avec beaucoup de personnes, donc forcément elle attire les ventes vers le ça représente 80%. Donc là, il me dit même ben, j'ai trouvé une règle de Pareto hein, qui se vérifie ici, parce que j'ai 20% effectivement de mes membres de la dimension ville qui représentent plus de 80% de ma mesure CA. Donc là, on est vraiment dans une règle de Pareto qui a été levée. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Le méga contributeur, c'est le climat océanique, forcément, hein, parce qu'on retrouve les villes de Bretagne notamment, et toujours un Pareto qui est élevé. Donc si on va vérifier, moi j'avais fait une petite analyse ad hoc ici pour vérifier effectivement les villes qui aiment les crêpes. Ben, on le voit très vite effectivement quand on les déjà. Donc là c'est mon cumul de CA. Donc on est au-dessus de 80% cette ville-là, on est à 12% des membres. Hein. Donc voilà, le Pareto il a été levé déjà à cet endroit-là pour le coup. Donc c'est un méga Pareto, j'ai envie de dire. Donc là, voilà pour comment dire la génération de faits marquants. Ça peut se faire encore une fois de n'importe quel endroit. Par exemple ici, j'ai mon tableau. Voilà, je vois le samedi en juillet, c'est plutôt bleu foncé. On va faire une affichage des faits marquants. Je suis d'ailleurs aussi dans le climat méditerranéen ici dans les filtres. Et donc on voit, je génère. Donc là, il a pris en compte bien sûr tout mon contexte. Je suis un samedi en juillet, je suis dans le climat méditerranéen et voilà ce qu'on retrouve, notamment les villes les plus influentes sont Marseille et Nice en l'occurrence. Forcément, j'ai resserré les taux sur le climat méditerranéen. Donc, ça devient de plus en plus précis à ce niveau-là. En principe, l'indicateur analysé dans les faits marquants, c'est celui qui est affiché dans le graphique, mais on peut en rajouter d'autres. Voilà, moi j'en ai rajouté d'autres, hein. La population, la température, les ventes, etc. Bon, on retrouve un petit peu les mêmes indications parce que tous mes indicateurs que j'ai générés sont corrélés de manière très forte. Hein. Population, température ont une influence forcément sur la vente ou le CA pour le coup.
Voilà pour la génération de faits marquants, hein, qui encore une fois sortira en même temps que la prochaine release, la 2025 R1, qui sort normalement, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Je crois qu'on est sur la release candidate en ce moment même, donc ça ne saurait tarder. Voilà pour la génération de faits marquants. On va maintenant aller sur le dernier élément, qui est la requête en langage naturel. Alors là aussi, pour le coup, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais tout ça pour vous dire que bah déjà, la requête en langage naturel, quand on l'a développée il y a une douzaine d'années, c'était déjà, on parlait déjà de l'IA quand on faisait ce genre de choses, pas l'IA comme on l'entend aujourd'hui, encore une fois, parce que on se focalise beaucoup sur l'LM aujourd'hui quand on parle d'IA, mais c'était plein de choses finalement, l'IA. C'est beaucoup de choses en informatique. Et donc ça utilise de l'IA, donc notamment du découpage en tokens des requêtes rentrées par l'utilisateur, et ensuite des algorithmes de rapprochement, de fuzzy matching, etc. Mais pas que, qui permettent effectivement de comprendre, d'analyser la requête de l'utilisateur et d'en déduire une sorte de structure qui permette de construire un graphique. Donc, je vous en parle aussi parce que, bien sûr, ça va un petit peu évoluer dans le temps, notamment grâce au LLM. Donc, on va pouvoir rendre ce genre de requêtes encore plus puissantes, même quand l'utilisateur sera assez flou sur ses demandes, etc. On devrait arriver à des résultats beaucoup plus quand même pertinents pour l'utilisateur. Aujourd'hui, il lui faut une certaine rigueur ou des exemples, comme je le fais ici, pour pouvoir utiliser correctement un petit peu la requête en langage naturel. Mais demain, encore une fois, avec la puissance des LLM, ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, on prévoit même avec les LLM de pouvoir générer non seulement des graphiques, certes, mais pas que, potentiellement des modèles de données aussi, voire même des tableaux de bord complets. C'est un petit peu ça aussi le futur de la BI grâce à l'IA. Donc là, par exemple, si je fais ça par TIMA, effectivement, ben, je tape entrée, le moteur me génère des résultats, le premier est toujours le plus pertinent en principe. Je clique dessus, effectivement, il me génère, j'avais gardé mon filtre de tout à l'heure, il me génère un graphique qui correspond bah, à cette requête en l'occurrence, hein, voilà, avec un graphique en barre pour me faire la comparaison. Si je dis qu'il veut les vendre par date et par ville, là c'est une requête un petit peu plus complexe, bah, il va essayer, voilà, je pense de faire un tableau croisé pour le coup. Alors désolé, mon tableau a perdu son style, j'ai enlevé tout à l'heure et j'ai pas remis. Il est pas très joli du coup, mais bon, je le remettrai plus tard. Et donc je retrouve effectivement mon tableau hein, avec mes fameuses catégories. D'ailleurs, il a repris ma hiérarchie avec j'avais fait un clustering sur les populations, hein, donc je peux retrouver effectivement cette notion, cette hiérarchie pour pouvoir naviguer automatiquement. Ça, c'est plutôt intéressant. La répartition du CA par saison et en plus en secteur. Donc là, je précise carrément le type de graphique que je veux. Donc ça, c'est possible aussi. Et donc, je retrouve effectivement mon CA par saison sous forme de graphique en secteur ou en camembert, on appelle ça comme on veut. Et enfin, si je dis que je veux l'évolution du CA par date, ben voilà, ben là, il me choisit plutôt un graphique toujours avec une certaine intelligence, je mets des guillemets derrière, une certaine intelligence derrière, où il me choisit plutôt une représentation en courbe, hein, parce que c'est comme ça que logiquement, on devrait représenter un indicateur qui évolue dans le temps forcément. Okay. Pareil, je peux continuer à naviguer dans ma hiérarchie ici pour passer au mois, pourquoi pas au jour, et ainsi de suite, et remonter dans mon arborescence.